Bonjour, cette vidéo est la seconde partie d'une série de 2 présentations dédiées à l'étude de la dynamique d'une épidémie. Dans une vidéo précédente, nous avions étudié quelques modèles dits compartimentaux décrivant la propagation d'une épidémie que je vous invite à regarder avant celle-ci qui traite des paramètres qui influent sur cette dynamique. Alors, je rappelle que nous nous limitons à la propagation d'une épidémie à transmission interhumaine directe en excluant les modes de transmission hydrique, alimentaire, aérien ou vectoriel. Alors, nous allons étudier les principaux paramètres qui peuvent influer sur le processus dynamique, ratio de reproduction et intervalle de génération. Et nous verrons quels moyens concrets on peut imaginer pour agir sur chacun de ces paramètres. L'objectif de cette présentation est une simple initiation à ces concepts. Lorsqu'une épidémie débute, la première demande urgente des autorités de santé publique est celle de son évolution probable à court terme. À défaut de prédiction exacte, quels sont les scénarios possibles compte tenu des cas déjà observés, représentés sur l'histogramme? Voici 3 types de scénarios compatibles avec les premières données. On peut qualifier celui du bas d'optimiste et celui du haut de pessimiste. Alors comment construire de telles courbes prévisionnelles? Alors on remarque qu'à ses tout débuts, la courbe d'une épidémie due à un agent infectieux introduit à l'intérieur d'une population vierge a l'allure d'une courbe exponentielle. Chaque sujet contaminé contamine plusieurs sujets qui eux-mêmes en contaminent d'autres. Une courbe exponentielle est régie par l'équation y égale a puissance x, où a est un paramètre qui modifie la forme de la courbe. Alors ici, le paramètre de la courbe a égale 2. On remarque que les valeurs de y doublent pour chaque pas de une unité de x. C'est donc une croissance exponentielle. Ici, la courbe en bleu de paramètre a égale 3. Ici, les valeurs de y triplent à chaque unité supplémentaire de x. Donc plus le paramètre a s'élève, plus la courbe exponentielle est accentuée. Plus le paramètre a baisse, plus la courbe s'étale. Si on s'intéresse à une épidémie, x est le temps, par exemple les jours, et y est le nombre de nouveaux cas par unité de temps, c'est-à-dire l'incidence. Alors on va zoomer sur les premiers jours pour y voir plus clair. Sur cette courbe, le nombre de cas double à chaque unité de temps supplémentaire. Ce taux d'accroissement de 2 signifie que tous les cas du temps t ont engendré chacun 2 nouveaux cas au temps t plus 1. Donc dans ce processus exponentiel, à chaque unité de temps, le nombre de sujets augmente d'un facteur égal au taux d'accroissement de la courbe. On pourrait aussi dire que chaque sujet infecté engendre un nombre de cas secondaires égal à ce taux. Dans le cas présent, chaque sujet infecté engendre 2 cas secondaires. Sur cette courbe en bleu, le nombre de cas triple à chaque unité de temps. Ici, chaque cas a engendré 3 nouveaux cas secondaires. Ce taux d'accroissement, on l'appelle grand R pour ratio de reproduction, ou nombre de reproduction, que certains appellent aussi taux de reproduction. Donc R, c'est tout simplement le nombre de cas secondaires engendrés par un cas infecté. En toute rigueur, c'est bien un ratio. Le sujet infecté en rouge a contaminé 3 sujets. R égale 3 pour 1. En fait, chaque cas n'engendre pas exactement le même nombre de cas secondaires. Le nombre R est une moyenne de cas secondaires que chaque cas primaire peut engendrer. Ici, R est égal à 2,8. Le ratio de reproduction peut se calculer sur plusieurs générations. Dans cet exemple, on a 2 cas secondaires qui à leur tour ont engendré 5 cas secondaires. On a donc en tout 7 cas secondaires qui ont été engendrés par 1 plus 2 cas primaires. Le ratio de reproduction est égal à 7 pour 3, soit 2,3. Donc on constate ici en moyenne qu'à chaque génération, le nombre de cas est un peu plus du double. Donc R est supérieur à 1, l'épidémie s'amplifie. Ici, les 3 premiers cas primaires ont engendré au total 3 cas secondaires, qui eux-mêmes n'ont engendré que 3 cas. Donc le ratio de reproduction est égal à 6 pour 6, soit 1, l'épidémie ne progresse plus, le nombre de nouveaux cas reste stable, la situation évolue vers ce qu'on appelle une endémie. Enfin, dans cette situation, les 3 cas primaires n'ont engendré que 2 cas secondaires, qui eux-mêmes n'ont engendré qu'un seul cas secondaire. Le ratio de reproduction est de 3 pour 5, est inférieur à 1, l'épidémie va s'éteindre.
Pour résumer, la valeur du ratio de reproduction par rapport à la valeur seuil de 1 détermine 3 évolutions de la propagation d'une maladie transmissible. S'il est supérieur à 1, l'épidémie progresse, avec une intensité d'autant plus grande que la valeur est élevée. S'il est proche de 1, la fréquence des cas stagne, la maladie est persistante, on se trouve dans la situation d'une endémie. Enfin, s'il est inférieur à 1, le nombre de cas décroît et la propagation de l'épidémie s'éteint. Alors, qu'est-ce que le R0 ou ratio de reproduction de base? Alors, c'est la même chose que R. Le 0 souligne simplement qu'on s'intéresse au ratio de reproduction en début d'épidémie, lorsqu'un ou plusieurs sujets contagieux s'introduisent dans une population entièrement susceptible. C'est dans cette situation qu'on parle de ratio de reproduction de base ou R0. Ce nombre quantifie le potentiel de contagiosité d'un agent infectieux, son potentiel de propagation en l'absence de mesure. Alors voici un exemple de dissémination avec un R0 supérieur à 1. Le nombre de cas augmente à chaque unité de temps. En bas, on observe le profil de la courbe épidémique. Alors voici dans le même contexte une dissémination avec un R0 plus élevé que le précédent. On constate la plus grande rapidité de propagation de l'épidémie, visible sur le profil de la courbe de gauche, par comparaison avec celle du modèle précédent. Donc l'extension géographique de l'épidémie est plus large et la contagion est plus intense. On a ainsi pu déterminer le R0 des principales maladies infectieuses, dont voici quelques exemples, où on retrouve en tête la rougeole, une des maladies infectieuses les plus contagieuses. Le SRAS ou la grippe présente des R0 aux alentours de 2 à 3. Pour la covidose, on constate une variabilité importante selon les souches, le variant Delta ayant montré à ses débuts une très forte contagiosité. Alors, un second paramètre fondamental qui vient à l'idée intuitivement est la mesure du temps qui s'écoule entre deux générations d'individus atteints. C'est l'intervalle de génération. L'intervalle qui s'écoule entre le moment où un individu a été contaminé et le moment où il contamine lui-même un autre individu est appelé intervalle de génération. Alors, évidemment, cette durée est variable selon les individus contaminés et selon les individus contaminants. Elle s'estime sur plusieurs cas secondaires. Elle s'estime aussi à partir de plusieurs cas primaires et aussi sur plusieurs générations successives de malades. Là encore, on va estimer une moyenne. Voici quelques exemples d'intervalles de génération. On constate que ces durées sont indépendantes des R0. L'intervalle de génération a aussi une influence sur la forme de la courbe épidémique et donc sur l'évolution de l'épidémie. L'intervalle de génération dépend de la durée de latence chez les sujets contaminés, durée pendant laquelle ils ne sont pas contagieux, et la durée de la contagiosité pendant laquelle ils sont contagieux. Alors, ici, la durée de latence a été fixée à 7 jours. Le début de la courbe exponentielle est un peu aplati, l'épidémie démarre lentement. Dans cette situation, la durée de latence a été fixée à 2 jours et on a conservé le même R0. On constate une accentuation de la courbe exponentielle plus abrupte que la précédente et donc une plus grande rapidité de la propagation de l'épidémie. Et enfin, dans cette situation, la durée de latence a été maintenue à 2 jours, mais la durée de contagiosité a été réduite de moitié. La courbe à nouveau s'aplatit un peu et la propagation est alors moins rapide. Alors, revenons à nos modèles de courbe épidémique exponentielle en prenant l'exemple simple où R0 égale 2. Dans ce cas, nous avons vu que le nombre de cas doublait à chaque intervalle de temps. Ces intervalles de temps t, utilisés en abscisse, représentent les intervalles de génération. Si l'intervalle de génération est de 10 unités, 10 jours par exemple, alors les unités de l'axe des abscisses sont divisées en jours. L'équation de la courbe est égale à R0 puissance t divisé par 10. Si l'intervalle de génération passe seulement à 5 jours et que R0 reste fixé à 2, le nombre de cas va doubler tous les 5 jours. La courbe va fortement s'accentuer. Son équation est égale à R0 puissance t divisé par 5. Donc, la forme de la courbe épidémique initiale, exponentielle, et donc le profil évolutif de l'épidémie, dépend de 2 paramètres. Le ratio de reproduction, R0, et l'intervalle de génération, IG, lui-même dépendant de la durée de latence et de contagiosité. Donc R0 et intervalle de génération sont liés de la façon suivante. L'incidence au temps t est égale à R0 puissance t divisé par intervalle de génération IG.
Cette formule fournit une approximation de l'évolution précoce de l'évolution d'une épidémie. Alors j'insiste sur ce mot précoce, on verra plus tard ce qu'il en est en réalité. Alors, devant une situation épidémique nouvelle, l'objectif est de connaître rapidement le ratio de reproduction R0. Comment le mesurer? Alors, la première méthode de mesure est une méthode de terrain empirique qu'on utilise lorsqu'on est capable de repérer un échantillon de cas primaires et d'identifier pour chacun le nombre de cas secondaires engendrés par eux. Dans cet exemple, chaque cas primaire engendre en moyenne 2,8 cas secondaires. Alors, mais cette méthode a des limites. Tout d'abord, c'est la difficulté matérielle à identifier des chaînes de transmission complètes en milieu ouvert. Les cas primaires n'indiquent pas tous leurs contacts, les cas secondaires ne savent pas qui les a contaminés, les sujets contaminants avant la survenue des symptômes oublient de signaler leurs contacts pendant cette période, etc. Enfin, il y a des situations où le calcul de la simple moyenne peut être trompeur. Certains sujets, pour des raisons propres à leur nature, à leur pratique d'hygiène, à leur comportement social, peuvent contaminer un très grand nombre de sujets. On les appelle des super disséminateurs ou des super propagateurs. À eux seuls, quelques super disséminateurs peuvent être responsables de la majorité des cas dans un foyer épidémique débutant. Il peut arriver même qu'en moyenne, la plupart des sujets infectés ne contaminent pas plus d'un sujet, avec un R0 moyen inférieur à 1, mais que l'épidémie se développe à cause de quelques super disséminateurs qui portent la moyenne du R0 à une valeur plus élevée que 1. Dans ce cas, il est nécessaire de tenir compte de ce nouveau paramètre, le facteur de dispersion, que certains appellent kappa. Alors nous n'en tiendrons pas compte dans la suite de cet exposé, mais on comprend l'importance d'identifier ces super disséminateurs à la fois dans la mesure du R0, mais aussi dans les mesures de lutte à mettre en œuvre dans les foyers d'éclosion. Une seconde méthode pour estimer R0 consiste à ajuster une courbe exponentielle aux données observées et à estimer les temps de doublement de l'incidence, ici appelé TD. Dans cet exemple, le temps de doublement a été estimé à 3,8 jours. Alors on démontre, mais ça serait un peu long de le faire maintenant, que le temps de doublement est lié au R0 par la formule suivante. R0 égale exponentielle de logarithme népérien de 2 multiplié par l'intervalle de génération divisé par le temps de doublement. Donc dans cet exemple, on obtient donc, en appliquant cette formule, un R0 de 2,5. Et la généralisation de la méthode précédente consiste à calculer les taux de croissance par unité de temps. Alors ce sont des méthodes complexes qui sortent du cadre de cet exposé. Alors voyons maintenant les déterminants concrets, pratiques, qui influent sur la valeur du ratio de reproduction R0. R0 est déterminé par un certain nombre de facteurs très composites qui dépendent à la fois de la virulence de l'agent infectieux, des comportements sociaux propres à la population atteinte et de l'idiosyncrasie propre à chaque individu. Alors si on appelle K le nombre moyen de contacts de chaque sujet infecté par unité de temps, bêta la probabilité de transmission lors d'un contact et grand D la durée de la phase de contagiosité, on peut écrire schématiquement que R0 est égal au produit de K par bêta par grand D. Ainsi, si chaque infecté a en moyenne 4 contacts par jour, si la probabilité de transmission lors de chaque contact est de 0,25, et si la durée de la contagiosité est de 3 jours, le ratio de reproduction est égal à 4 fois 0,25 multiplié par 3, soit R0 égale 3. Le sujet initialement contagieux aura au total contaminé 3 personnes. Mais le ratio de reproduction de base, R0, n'est pas stable. Il évolue au cours du temps. Il est donc incorrect d'utiliser ce terme à tout moment d'une épidémie. On va plutôt utiliser le terme de ratio de reproduction effectif. Inéluctablement, dans toute épidémie, il arrive un moment où la courbe exponentielle s'infléchit et où la vitesse d'accroissement diminue. Alors, la raison en est simple, pour que l'épidémie se propage, il lui faut du carburant. Et le carburant, ce sont les cas susceptibles. Mais la taille de la population est limitée, et au fur et à mesure de l'augmentation du nombre de cas, le nombre de susceptibles décroît. Les cas infectants rencontrent de plus en plus de sujets déjà infectés, et de moins en moins de sujets susceptibles, et finalement, le processus s'essouffle. Et donc, parallèlement au taux d'accroissement, le ratio de reproduction évolue. Il évolue donc en fonction du nombre de susceptibles. On appelle ratio de reproduction effectif à l'instant T le ratio de reproduction de base R0 multiplié par la proportion de sujets susceptibles restant à cet instant T.
Et en remplaçant R0 par ces déterminants, on obtient finalement une formule assez simple qui contient dans sa forme un peu ésotérique tous les paramètres qui vont être utilisés pour combattre une épidémie et tenter de l'enrayer. Alors, quels sont les moyens de lutte contre une épidémie à transmission interhumaine directe? Je rappelle, le but à atteindre est de tenter de diminuer au maximum le ratio de reproduction à une valeur inférieure à 1 si on veut éliminer la maladie, ou au pire égal à 1 si on ne peut que la contrôler sous forme d'endémie. Alors, on cherche donc à obtenir que ce terme K par bêta par grand D par S indice T soit inférieur à 1. Alors tout d'abord, comment diminuer K, c'est-à-dire le nombre de contacts contagieux? Alors par tout un cortège de mesures plus ou moins contraignantes, évitant le brassage en masse des individus, c'est-à-dire les grands rassemblements, les situations de promiscuité, bars, restaurants, boîtes de nuit, salles de sport. Imposer des mesures de restriction de sortie et de quarantaine aux sujets suspects ou infectés, des mesures plus drastiques et politiquement délicates, comme la fermeture des établissements d'enseignement, la restriction des visites aux personnes âgées vivant en collectivité, et au pire, des mesures autoritaires de couvre-feu et même de confinement généralisé de la population, comme cela a été fait dans presque tous les pays du monde lors de l'épidémie de Covidose de 2020. Et aussi des mesures plus positives, comme le développement du télétravail. Alors, deuxième type de mesure, agir sur le paramètre bêta, c'est-à-dire diminuer la probabilité de transmission au cours d'un contact. Alors, ce sont l'ensemble des mesures barrières qui peuvent varier selon le mode de transmission de l'agent infectieux. Troisième type de mesure, diminuer la durée de la contagiosité, grand D, chez les sujets infectés en les dépistant et en les traitant le plus précocement possible. Et enfin, tenter de faire diminuer le nombre de sujets susceptibles plus rapidement que l'évolution naturelle de la maladie. Et c'est tout l'enjeu de l'immunisation préventive au moyen de la vaccination. Et nous allons en dire quelques mots. Jusqu'à maintenant, nous avons agi préventivement pour faire diminuer les paramètres K, bêta et D. Mais il est évident qu'il est impossible de maintenir ces paramètres indéfiniment, notamment les plus drastiques. Et si on n'a pas réussi à éradiquer la maladie, dès que la pression sera levée, le ratio de reproduction remontera à sa valeur initiale et le processus repartira. Le seul paramètre sur lequel on peut agir de façon pérenne est la vaccination, qui aura pour objectif de faire diminuer le nombre de sujets susceptibles. Donc en se mettant dans les conditions les plus défavorables, avec le R0 de base, on cherche à obtenir que le produit de R0 par S indice T soit inférieur à 1. Ce qui peut s'écrire aussi que S doit être inférieur à 1 sur R0. Sachant que la proportion de sujets susceptibles est complémentaire de la proportion de sujets immunisés, si on appelle V cette proportion, on a S égale 1 moins V. Et on peut écrire l'équation sous cette forme, et en retournant l'inégalité, on obtient finalement l'exigence que la proportion de sujets immunisés doit être supérieure à 1 moins 1 sur R0. Alors si on néglige la part des cas immunisés parce qu'ils ont déjà contracté la maladie, la question maintenant qui se pose est de savoir quelle est la couverture vaccinale à obtenir pour atteindre cet objectif. Si le vaccin était efficace à 100%, la proportion de sujets à protéger serait égale à la proportion de sujets vaccinés, c'est-à-dire à ce qu'on appelle la couverture vaccinale, CV. Mais tout vaccin n'est pas efficace à 100%. On appelle efficacité vaccinale, EV, la proportion de sujets efficacement protégés parmi la population vaccinée. Et finalement, la proportion de sujets à vacciner dans la population, si on néglige les sujets naturellement humains, est égale au produit de la couverture vaccinale par l'efficacité vaccinale. On remplace V par cette valeur dans l'inégalité, et finalement, on obtient le taux de couverture minimal à exiger si on veut enrayer le processus épidémique. Alors prenons l'exemple d'une maladie pour laquelle il existe un vaccin efficace à 90% et dont le R0 est estimé à 3. Donc pour obtenir un contrôle de l'épidémie, il faut une couverture vaccinale, CV, supérieure à 1 moins 1 sur 3 divisé par 0,9, soit 0,74. Il est donc nécessaire de vacciner au moins 74% des individus pour obtenir le contrôle de l'épidémie. Alors, concernant la rougeole, dont le R0 peut dépasser 18, mais pour laquelle on bénéficie de vaccins efficaces à plus de 95%, il faut néanmoins atteindre une couverture vaccinale de 99%.
Et je vous ai tracé ici quelques courbes fournissant le niveau de couverture vaccinale à atteindre en fonction du R0. Chaque courbe correspond à une efficacité vaccinale donnée. Et vous voyez que le degré du R0 est aussi déterminant, sinon plus, que l'efficacité vaccinale pour fixer le niveau de la couverture vaccinale. Donc nous voici à la fin de ce bref exposé d'initiation à l'étude de la dynamique des épidémies. L'objectif de tout responsable de la lutte contre une épidémie est d'obtenir à la fois un écrasement de la courbe épidémique naturelle pour soulager la pression sur le système de santé, et notamment les hôpitaux, et au mieux d'obtenir une extinction du processus. Alors nous avons vu sur quels paramètres essentiels on pouvait agir, paramètres qui sont schématiquement résumés dans cette formule. C'est leur maîtrise simultanée et pérenne qui peut laisser espérer une évolution favorable. Et s'il est fort sur l'un de ces paramètres fléchis, le processus épidémique peut repartir en vagues successives, déferlant sur les sujets susceptibles non protégés. Alors j'espère vous avoir montré dans cette vidéo le lien qu'il y a entre l'analyse purement mathématique des modèles de dynamique épidémique et leur application pragmatique dans la lutte sur le terrain avec des moyens concrets. Mais il ne faut pas oublier que ces modèles ne sont que des approximations d'une réalité beaucoup plus complexe et qu'il existe de nombreuses boucles d'interaction, notamment sociétales, économiques et politiques, qui viennent s'y mêler. Et c'est tout l'enjeu de la maîtrise des épidémies auxquelles nous n'avons pas fini d'être confrontés. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Voici quelques références d'articles que j'ai utilisés pour construire cette présentation.